Good morning, everybody. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde et bienvenue à en fait, 13e atelier sur le Tech Accès et sur les meilleures pratiques. Nous avons ici notre séance. Vous allez avoir une fenêtre de clavardage pour les questions. Il y aura des salles en sous-groupe et avant d'attendre, alors nous allons passer directement à Madame Chloé Bois et Dr. Wendy Cocker. Bonjour à tous. Hi everyone. So I'm very happy Alors, bonjour à tous. Il me fait très plaisir d'être l'hôte. avec vous et de pouvoir modérer cette première session qui concerne l'équité, la diversité et l'inclusion. Je sais à quel point ça a été un sujet extrêmement comment dire, soumis à discussion ces derniers mois, en particulier avec la demande de Pratt que la plupart de nous avons fait pour le CRSNG. So I know how much we all discussed and Euh, about those Je sais que nous avons déjà discuté especially due to the RTP contest that most of us dû au contexte to apply for. RTP So this is why we discussed it et la demande de today. formation. Alors, nous sommes très heureux de tenir cette discussion et avec le docteur Wendy Cooker qui a accepté de nous aider afin de nous donner beaucoup d'été sur comment on met en action tout cela et comment ça s'applique à toute notre communauté et d'avoir le plus grand des succès. Alors, je vais vous présenter Wendy. Elle est un professeur d'entrepreneuriat, stratégie et fondatrice de l'Institut de diversité à Ryerson. Elle travaille avec les différentes communautés, même avec les différentes associations. Elle a écrit, elle est co-autrice également de plus de 200 articles sur la diversité et l'innovation. Alors, corrigez-moi, elle a plus qu'une centaine de projets et de travaux, la représentant des femmes dans le rôle de leadership et également dans la technologie. Alors, elle a reçu plusieurs prix pour ses travaux, l'inclusion et la diversité et également la Croix du Canada. Et elle a dit qu'elle a une connexion très instable aujourd'hui et c'est peut-être la raison pour laquelle nous allons avoir une photo d'elle plutôt que l'avoir par accès caméra. Alors, vous pouvez et également regarder dans la fenêtre de clavardage, il y aura différents documents, la charte des différentes dimensions. Alors, toutes les fois, ça va être fourni en français et en anglais. C'est fourni par l'Institut de la diversité pour le vocabulaire et la bonne terminologie lorsque nous effectuons des recherches. Alors, vous devriez avoir maintenant ce lien en clavardage. Je passe la parole à Wendy. Oh oui, désolé. Alors, durant la présentation, je ne serai pas la personne qui… En fait, je vais vérifier les questions pendant la présentation et Wendy également pendant sa présentation de 45 minutes, incluant la période de questions. Alors, je vais essayer de faire le suivi en français et en anglais. Poser les questions directement à Wendy. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas pendant la présentation à les écrire dans le chat. Je vais modérer ça. Voilà. Merci beaucoup. So, thank you, Wendy. Please go ahead. Je remercie Wendy. Allez de l'avant. Alors, merci beaucoup de m'avoir incluse et je m'excuse pour le fait que mon français soit horrible. Alors, c'est la raison pour laquelle je vais vous livrer ma présentation en anglais. Alors, je veux également vous dire que en fait, j'essaie de me concentrer sur partager certaines des leçons apprises en travaillant avec les accélérateurs à travers le pays, Remap également, qui est une des industries qui est un centre d'excellence. Et alors que ma présentation ne vous donne pas les conseils concrets que vous recherchez pour terminer votre
votre demande. Il me fera plaisir de partager par écrit certaines des lignes directrices qui devront être développées comme exemple pour un centre qui sera établi à l'avenir. Alors, ça me fera plaisir. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui et je voudrais débuter en vous disant que je suis des territoires des Credit Haudenosaunee, Wishnab, Anishinaabe, ici à Toronto, et c'est ma reconnaissance territoriale. Alors, peu importe où vous vous retrouvez à travers le pays, vous vous retrouvez sur un territoire autochtone. Alors, la raison pour laquelle je crois qu'il est particulièrement important de reconnaître cela, c'est que je pense que plusieurs d'entre nous, je ne peux pas parler au nom de tous, ont été vraiment choqués et étonnés par les découvertes des enfants, des dépouilles mortelles des enfants autochtones et de ces tombes non identifiées qui ont commencé par la découverte des premiers 350. Alors, vous savez, il y a plusieurs de sensibilités maintenant autour des Autochtones et changement de nom, etc. Et j'ai envoyé une déclaration à mes employés en fait autochtones. Et ça disait, par exemple, que j'étais dégoûtée et choquée par cette situation inacceptable et que nous devrions travailler sur la vérité et la réconciliation. Ils m'ont répondu en me disant, pourquoi êtes-vous choqués? C'est ce qu'ils m'ont répondu. Nous le savions. Pourquoi ne le saviez-vous pas? Alors, pour moi, c'était vraiment tout un éveil parce que, bien sûr, il y a eu des meurtres de femmes et d'abus sur les femmes autochtones et nous avons vu le rapport sur la vérité et la réconciliation. Et toutefois, je ne comprenais pas de façon viscérale quel était l'impact de tout cela. Alors, lorsque les personnes en ont parlé, des choses comme des traumatismes intergénérationnels, par exemple, al en fait, je ne comprenais pas. Je ne le comprenais pas de la façon, que, je comprends maintenant. Alors, tout simplement parce que, ces sujets-là sont très difficiles, à, en parler, bien sûr, et d'agir avec toutes les bonnes intentions et faire des choses qui feraient toute la différence. Et même si, ça fait 30 ans que je travaille, là-dessus et j'ai, des, enquêteurs autochtones également. Il y a qui font partie également du Conseil canadien, des, milieux d'affaires autochtones. Alors, il était quand même difficile de naviguer à travers toutes ces nouvelles-là. Alors, je crois que c'est important, même si je suis une experte en diversité et inclusion, je crois qu'à toutes les semaines, j'apprends quelque chose de nouveau. Il faut s'ajuster, s'adapter. Et une partie de cela est générationnelle dans l'environnement où j'ai grandi. C'était très différent de l'environnement où ma fille grandit. Les acceptations, les comportements sont littéralement différents. Alors, nous avons travaillé avec des ingénieurs et différents ministères gouvernementaux. Ils avaient des photos d'enfants autochtones et le corps des femmes également. Et une fois qu'ils m'ont emmené, par exemple, au déjeuner ensemble, c'était dans un club de striptease. Et maintenant, je me disais, j'ai commencé ma carrière dans une agence gouvernementale, en fait, on pouvait voir que d'une façon, nous avons fait un énorme progrès, mais d'autre part, non. J'ai commencé à travailler sur les enjeux concernant la diversité, l'inclusion et la technologie après les massacres de Montréal en 1989, au début 1990, j'ai commencé à donner des formations pour tous les ingénieurs et les étudiants en génie de l'Université Ryerson. Et maintenant, euh, 30 ans plus tard, vous avez très peu de femmes en sciences de l'informatique et également en génie, en dépit de toutes ces affiches qu'il y a eu et
les annonces en génie également. Nous avons évolué très peu, en fait. Et également, la plupart d'entre vous, pour la plupart, avaient noté qu'il y a des demandes d'action et le sens de l'imputabilité dans cet écosystème qui est celui où nous vivons. Je crois que cela dérive principalement de ce que nous avons fait pendant longtemps et cela n'a pas les répercussions aussi ponctuelles que nous aimerions. Alors, j'ai entamé ma conversation avec ce sujet-ci parce que nous serons en mesure de vous offrir une action de conseil et guide également là-dessus. Alors, j'ai passé 15 minutes de la présentation hier avec ce sujet-là. Est-ce que les diapos apparaissent? Oui, oui, on peut les voir parfaitement. Merci, d'accord, bien. Alors, au sujet de l'Institut de la diversité, ça a été fondé en 1999. Nous avons 100 et plus chercheurs et personnel à temps plein, 250 industries et partenaires communautaires. Nous avons 30 millions de dollars en fonds que nous recevons sur une période de 4 ans. Nous travaillons avec des entrepreneurs, des réfugiés ou des nouveaux entrepreneurs également. Et nous participons à cet engagement gouvernemental pour augmenter la parité pour le domaine du travail, pour les femmes. Il y a un centre de connaissances et aptitudes. Alors, nous faisons beaucoup de choses pour plusieurs personnes et c'est selon le 30-40, en fait, qui est cette entente gouvernementale. Bon, alors, si vous n'en chassez pas l'inclusion et la diversité dans tous les processus à travers la haute direction ou recrutement de clients, en fait, il y aura bien peu d'approbation sur ce que vous effectuez. Alors, il faut enchasser la diversité et l'inclusion dans votre organisme afin de répondre au marché qui est de plus en plus diversifié. Alors, lorsque nous parlons d'innovation, il y a une femme qui a présenté un argumentaire à un groupe d'investisseurs pour un produit et une invention qu'elle avait faite. Et elles ne l'ont pas accepté. Par exemple, ça aurait été des bacs collants qui ne se démaillaient pas. Et pour une femme, c'était euh, l'occasion qui se présentait sur le marché, qui a été très différente de la perception de l'homme, par exemple, qui jugeait cet argumentaire. Alors, nous savons qu'alors que les marchés sont de plus en plus diversifiés, plus particulièrement à l'égard des femmes qui exercent le pouvoir d'achat, mais également le pourcentage élevé des nouveaux arrivants des immigrants et des personnes racisées et des autochtones qui constituent une partie de la population sur qui la diversité et l'inclusion ouvrent l'accès au marché, par exemple, l'engagement et ça réduit également le roulement d'employés. Et vous savez que le marché du travail a vraiment changé. Nous sommes tous désespérés pour essayer de trouver des employés, de la main-d'œuvre. Alors, nous voulons avoir un environnement où les gens se sentent les bienvenus et afin de travailler bien ensemble, c'est important et réduire les risques réputationnels également, parce que si vous ne faites
faites pas bien les choses, en fait, vous risquez de manquer l'occasion, par exemple, où il y a toutes sortes d'actions, et les gens oublient que il y avait des autochtones et ont complètement écarté cette partie de notre population. Alors, d'une perspective d'écosystème, c'est merveilleux que le gouvernement investisse dans des stratégies entrepreneuriales pour les femmes et bien sûr, il y a eu des investissements également pour les femmes noires. Je suis sur le conseil des femmes des afro-canadiennes, en fait, et l'économie, c'était bien parce que c'est une stratégie qui est concentrée sur l'augmentation de l'accès sur les marchés des Autochtones maintenant. Alors, si vous pensez à tous les argents qui vont dans le développement et l'innovation économique à travers le Canada, vous savez, il n'est pas seulement de soutenir les entrepreneurs femmes et pas seulement les différents programmes également, mais de quelle façon nous enchassons l'inclusion à travers tout cet écosystème. Et ça veut dire quoi? Les banques constituent des obstacles à l'accès aux fonds, aux noirs et également l'accès à l'hypothèque. Alors, vous savez, pour ceux qui sont au Québec, il y a différentes politiques. Par exemple, je crois que vous le savez très clairement que la COVID a indiqué très clairement au reste du monde également que la bienveillance envers les enfants et les garderies, en fait, c'est pas seulement pour les femmes, mais pour les hommes également. Vous allez voir de plus en plus des femmes qui seront en mesure de contribuer à une économie plus vaste également. Et je crois que c'est très important parce que c'est là où se dirige notre système. Et vous pouvez vous rendre sur notre site web et obtenir ce rapport-là. Vous obtiendrez également une copie de cette présentation-ci, mais tout simplement pour souligner certaines de ces réflexions sur ces enjeux d'une perspective d'enquête. Lorsque nous définissons le terme entrepreneur, c'est un propriétaire d'une petite et moyenne entreprise avec des employés. En fait, cela représente 110 000 entreprises à travers le pays. Toutefois, si vous changez votre définition de l'entrepreneuriat et vous incluez les gens qui sont des travailleurs autonomes, 38 sont des femmes et elles constituent une entreprise également. Alors, c'est pour voir de quel point il y a différents programmes. Les entrepreneurs en tant que PME, par exemple, est très important. Alors, il y a des parties où cela ne changera pas à court terme, mais il y a des cas où les bailleurs de fonds recherchent différentes façons de traiter cela dans différents programmes pour les Autochtones, par exemple, qui ne seraient pas incorporés. Il y en a qui disent que c'est quelque chose pour les entrepreneurs noirs, etc., etc. Ce n'est pas seulement un seul exemple d'un obstacle structurel sur lequel les gens ont réfléchi, mais l'autre enjeu et que les femmes et différents entrepreneurs faisant partie de la diversité, en fait, et si elles sont en technologie, si on met la création de technologie et la création en TI également par opposition à l'adoption de la technologie, vous allez manquer beaucoup. Alors, voici une étude tirée de l'Association des Noirs. Alors, la comparaison des répercussions de la COVID-19 sur les entrepreneurs noirs versus les associations professionnelles. Ce que vous pouvez voir selon chacun de ces paramètres, c'est que c'est 2 fois plus difficile pour les Noirs et ils ont la moitié de l'accès et du soutien qui est offert aux autres. Alors, vous pouvez voir
Et également, la Fédération des entreprises ont dit que c'était plus difficile pour les Noirs également. Vous pouvez voir jusqu'à 96. Alors, lorsqu'on devait se retourner vers les prêts, par exemple, quels sont les différents obstacles, les zones rurales et urbaines qui sont des facteurs indirects, le manque d'infrastructures. Il y en a qui n'ont même pas accès à l'eau courante et ils n'ont certainement pas d'accès à l'Internet haute vitesse. Alors, vous pouvez voir que bon, l'Internet haute vitesse est une question technologique, mais non seulement, c'est économique également parce que il y a beaucoup de difficultés puisque différentes populations n'ont même pas accès aux zones urbaines. Alors, l'entrepreneuriat peut également offrir un parcours qui peut s'adapter avec des personnes ayant une certaine infirmité. Alors, en tant que nouvel arrivant, par exemple, des entrepreneurs qui sont de nouveaux arrivants, par exemple, par opposition aux gens qui sont nés au Canada, il doit y avoir des incubateurs, des accélérateurs et même l'argumentaire est difficile. Alors, je vais m'arrêter pour un moment ici pour voir si vous avez des questions à me poser ou des commentaires peut-être à apporter. Merci, Wendy. Mais jusqu'à date, il n'y a pas de questions dans les commentaires. Alors, nous voulons dire aux gens de poser des questions. Vraiment profiter de l'opportunité pour poser toutes vos questions dans le chat, puis je les transférerai à Wendy pendant la présentation. Merci. You can continue, Wendy. Great. So now I'll touch briefly. Vous pouvez poursuivre. Alors, maintenant, je vais vous parler des différents concepts sur la diversité et l'inclusion et je vais vous fournir quelque chose par écrit qui est un peu plus dirigé vers la demande que vous allez remplir. Alors, je vais vous offrir certaines suggestions. Alors, utiliser le bon vocabulaire est quelque chose de très important. Lorsque nous parlons de genre, ce qui est fondé sur le plan social. Nous parlions d'hommes, femmes et maintenant les noms binaires également versus le sexe. Le sexe, c'est ce qu'on vous a donné à la naissance comme sexe. Vous étiez soit un homme ou une femme. Mais ça, c'est la distinction que nous voulons faire. Lorsque nous parlons de genre, nous parlons d'hommes, femmes et personnes non binaires. Et lorsque l'on parle de sexe, c'est homme ou femme. Alors, il y a beaucoup de controverses autour de la terminologie dans la législation qui est la minorité visible. On va parler des gens racisés, par exemple, et ça, il y a tout un bagage d'associé avec ça parce qu'il faut désagréger les données et rechercher plus particulièrement qui sont les entrepreneurs noirs. Alors, là, on utilise les catégories utilisées par les Statistiques Canada et que je peux partager avec vous plutôt que de poser la question aux gens s'ils sont racisés ou pas. La même chose pour les Autochtones. Dans la loi, on a utilisé le mot autochtone. Alors, maintenant, on parle de gens indigènes. On ne parle pas de gens qui sont autochtones ou d'indiens. Bon, alors, essayez de garder le pas avec cette terminologie-là, en fait, nous met au défi. Maintenant, nous avons également les gens qui souffrent d'invalidité. Et ça peut être physique, ça peut être les malentendants, les malvoyants. Et bon, on peut inclure par exemple, les personnes ayant des différences cognitives ou qui ont des difficultés en santé mentale. Alors,
On peut parler de l'orientation sexuelle et de genre, par exemple, les LGBTQ 2S+, je crois qu'englobe à peu près tous, mais il y a d'autres variations. Je crois qu'il y a eu plus que 6 mois de consultation avec le gouvernement fédéral sur toute cette terminologie-là qui peut nous donner un accès sur des recherches très détaillées à cet égard-là. Il y a eu au Québec, par exemple, au sein des différents genres et on a différentes descriptions. Par exemple, même les gens qui vivent avec différentes invalidités. Il y en a qui veulent se faire appeler une personne qui est sourde ou des choses comme ça. Mais on essaie de ne pas imposer ces définitions aux gens, ce qui constitue un défi en tant que tel. Lorsqu'on parle de préjugés, je crois sur le racisme, c'est assez clair. Lorsque on tout simplement utilise une personne qui est mourante, par exemple, où on essaie là de la diminuer et puis d'appeler de toutes sortes de noms. Désobligeants. Alors, ça, c'est très difficile. Il y a également les préjugés qui sont enchâssés chez nous. Ça, c'est plus nuancé. Je peux partager avec vous ma propre expérience. J'ai travaillé avec les femmes dans le domaine de la technologie pendant 30 ans. Et puis, on m'a fait passer un test sur les préjugés, cela démontrait clairement que j'associais les hommes avec la technologie et les femmes avec le cœur. Alors, il faut s'arrêter un peu, reconnaître lorsque nos préjugés prennent les devants. Alors, il faut être plus objectif et plus juste également. Alors, il faut voir de quelle façon ces préjugés font partie des différentes entreprises. Et lorsque vous allez regarder votre demande, ce que vous voulez faire, c'est démontrer que vous comprenez et que vous faites un bon travail sur la diversité et l'inclusion, pas seulement en cochant une boîte et voir de quelle façon vous voulez faire les choses afin de faire preuve de plus d'inclusivité. J'ai une question dans la fenêtre de clavardage. Je crois que Catherine a fourni euh, du texte très intéressant et on parle de préjugés également. Je crois que c'est à la 11e diapositive où l'on parle du volet négatif sur la terminologie. Il y a de la terminologie où on va parler de l'accessibilité. Plutôt que de parler d'une autre façon et d'écrire d'une autre façon cet état-là. Alors, par exemple, lorsque l'on parle un manque parce que cela implique qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec quelqu'un qui souffre d'une certaine invalidité et qu'il y a une barrière, un obstacle selon lequel ces gens sont traités. Alors, on veut éviter des mots comme, par exemple, on a un empêchement, un manque, et lorsqu'on parle d'invalidité d'apprentissage. On parle de difficultés cognitives. Ça fait toute la différence dans certains contextes. Souvent, le syndrome de manque d'attention peut être un avantage plutôt qu'un désavantage. Alors, nous partageons les documents avec tous les obstacles qui adresse
justement les termes qui sont adéquats. Il y avait aussi une autre question. So, how do we frame EDI? Il y a une autre question. De quelle façon parler de l'EDI dans un contexte rural plutôt qu'urbain? Je crois que le pourcentage des gens qui ont 80 ans et plus sont blancs majoritairement. Alors, de quelle façon on peut effectuer des changements? Bon, alors, la diversité et l'inclusion, c'est quelque chose de très différent. Si vous allez à Saint-John, à Terre-Neuve, vous avez 70 de la population est racisée, à Toronto 50 et à Montréal peut-être plus près du 30 Alors, ce qu'on va être en mesure de faire à l'égal de la racisation est différent de ce que vous allez faire à travers le pays. Ça dépend du contexte, mais dans les communautés rurales, je crois qu'un des enjeux qui est souvent oublié, c'est les différences socio-économiques. Et lorsque nous parlons de privilèges, il n'y a pas de question que si vous êtes blanc, vous avez un certain niveau de privilège. Oui, si vous grandissez dans un environnement où vous êtes pauvre, vous avez moins d'occasions que les gens qui vivent dans un environnement où on est riche. Si si vos parents parlent anglais ou français, ils peuvent vous aider dans vos études ou à l'université, ou ils peuvent vous payer vos frais en fait, universitaires, vos études. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de travailler 25 heures par semaine lorsque vous faites votre bac. Donc, la question aussi, une question importante, c'est l'accès à Internet. Il y a des questions de sexe, aussi des problèmes de sexe, de différence entre les sexes dans des communautés rurales. Ce n'est pas simplement une question de couleur de la peau ou de race. Il y a aussi plusieurs dimensions dans notre façon de considérer l'accès et le privilège ou de l'envisager. Il n'y a aucune question là-dessus. Au Canada, dans les communautés rurales, les gens ont un accès limité, plus limité. Oui, c'est très intéressant et je crois que ça va nous aider à déterminer quelles actions on peut prendre pour, par exemple, en matière d'accès Internet haute vitesse, etc., pour les communautés rurales. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Vous me voyez toujours? On ne vous voit pas, mais on vous entend bien. On voit vos diapos très bien à l'écran. D'accord. Donc, la discrimination systémique, c'est là que vous intégrez ces biais dans vos politiques et vos programmes. Donc, c'est préjugé. C'est pourquoi il faut avoir une approche écologique qui adresse et qui envisage le contexte ainsi que la culture, parce que les organisations ne vivent pas dans un monde fermé. Elles sont touchées par la culture locale, régionale, la culture nationale. Et dans le même ordre d'idée, les personnes qui vivent dans des organisations sont exposées à certains facteurs. Donc, quand on parle des problèmes au niveau sociétal, on pense aux valeurs et aux stéréotypes, on pense aux politiques. On pense aussi aux problèmes socio-économiques plus vastes. Si vous faites une recherche Google pour avoir des images sur les entrepreneurs, vous allez avoir beaucoup d'entrepreneurs des technologies, même si on sait que c'est une proportion relativement petite des entrepreneurs, parce qu'il y a des gens au Québec, par exemple, et ça vous intéressera peut-être, par exemple, comme Céline Dion est une des entrepreneurs les plus riches au Canada, mais on ne pense pas souvent à elle en tant qu'entrepreneur. On ne considère pas que les entrepreneurs peuvent être dans l'industrie culturelle. Et nous avons une campagne justement pour ouvrir les yeux des gens là-dessus. Et elle, en fait, elle est représentée dans cette campagne. Si vous vous intéressez à la technologie scientifique et aux mathématiques, c'est ça que vous allez trouver, parce que les femmes sont sous-représentées et les Autochtones sont sous-représentés dans l'industrie scientifique et dans ces domaines. La science, par exemple, dans le secteur des technologies de l'information, les personnes racialisées sont surreprésentées par rapport à la population générale. Ça ne veut pas dire que la technologie, l'ingénierie et les mathématiques ne sont pas des domaines importants pour notre action en équité, diversité et inclusion, mais il faut quand même
s'y pencher. C'est pourquoi j'aime votre programme. Ça reconnaît que l'adoption est un facteur important. L'utilisation de la technologie est importante. Pensez à notre façon de définir les entrepreneurs. Par exemple, les Kardashian. Les Kardashian, cette jeune femme était une milliardaire à l'âge de 20 ans parce qu'elle utilisait Shopify, une plateforme technologique canadienne, pour vendre les produits qu'elle vend sous sa marque. Mais donc, jamais on n'aurait pensé à Kylie Jenner des Kardashian pour l'embaucher, pour en fait, la considérer comme une entrepreneur. Il ne faut pas penser que les gens qui créent la technologie sont les seules personnes qui mènent, qui fomentent l'innovation. Quand on pense à Canada Monde, le domaine agricole est un des domaines le plus en plus forte croissance dans l'utilisation de technologies. Évidemment, c'est le secteur agricole qui est qui fait un virage, le virage le plus intense vers la technologie. Les codes et les lois, en fait, on commence à voir les effets de l'action gouvernementale. Et le gouvernement commence à réagir en prenant des mesures concrètes. Dans le défi 50-30, je crois qu'à l'avenir, il y aura de plus en plus d'examens, des représentations des conseils d'administration et des conseils de direction dans l'attribution de financement et de programmes. Donc, 50, c'est la parité des sexes et le 30 ici fait référence à d'autres types de diversité sur les conseils d'administration. Oui, j'aimerais intervenir. Il nous reste 15 minutes, donc j'aimerais vous demander aux gens encore s'ils ont des questions. Donc, n'hésitez pas encore à poser vos questions. And I really recommend the 50-30 challenge. Et je recommande vraiment le défi 50-30. C'est là qu'on en apprend beaucoup sur les divers thèmes dont on traite aujourd'hui. Merci. Donc, la section que j'ouvre maintenant comporte de nombreuses diapos. Je ne vais pas toutes les présenter, mais je vais vous fournir la présentation PowerPoint. Comme ça, vous pourrez vous y pencher vous-même et étudier ces questions qui pourraient vous aider à éclairer une stratégie d'équité, diversité, inclusion dont vous voudrez parler dans votre demande. Donc, je vous donne un aperçu à haut niveau et vous pouvez donner des exemples, prendre des exemples et en lire davantage lorsque vous aurez le temps. Donc, aujourd'hui, je vais passer en revue les éléments essentiels. Quand on pense à la diversité, ce n'est pas simplement une question de cocher des cases, de compter la quantité de personnes que vous avez, etc. C'est une question d'intégrer ça dans vos processus, dans votre processus de gouvernance, dans votre chaîne de valeur. Et j'y reviendrai, comment vous concevez vos programmes, ainsi que vos pratiques en ressources humaines, ainsi que votre culture d'entreprise. Et en fait, la mesure de ces facteurs est très importante. Quand on parle au leadership, de la gouvernance, ici, on se penche sur qui constitue votre conseil d'administration, qui est à la direction, quel est votre énoncé de mission, est-ce qu'il parle de la diversité, quel est le degré d'engagement de l'organisation envers l'équité, diversité, l'inclusion. On a une liste de questions que vous pouvez utiliser, des questions qui portent sur justement ces éléments. Dans le même ordre d'idée, quand on se penche sur les pratiques en ressources humaines, vos façons de recruter du personnel, façon de définir les descriptions de postes, comment vous sélectionnez les gens, tous ces éléments sont très importants aussi. Encore une fois, il y a beaucoup de questions bien précises. Est-ce que vos descriptions d'emploi sont publiques? Avez-vous une terminologie inclusive envers les femmes et les groupes de diversité? Donc, beaucoup d'éléments en ressources humaines. Et peut-être que vous œuvrez dans les politiques universitaires et les pratiques universitaires. C'est très important d'appliquer ça également dans votre culture et dans vos valeurs. Comment est-ce que vous communiquez le fait que les gens sont les bienvenus chez vous? De bons exemples que j'ai siégé à plusieurs conseils d'administration où ils ont des fêtes de Noël.
une fête de Noël, les parties de Noël. Et les gens, il y a des gens qui sont musulmans ou juifs ou d'une autre religion, ils ne vont pas se sentir accueillis. Si vous servez de l'alcool, certaines personnes ne se sentiront pas à l'aise. Il y a des façons d'organiser ça et vous devez réellement réfléchir à votre façon de communiquer. Le fait que les gens sont accueillis, sont les bienvenus. Ce n'est pas simplement une question d'avoir des politiques, mais c'est aussi une question de pratique. Comment vous vous traitez les uns les autres? Donc, bon nombre de questions se posent sur votre culture organisationnelle. Ce qui est mesuré se fait. Et on travaille fort avec le gouvernement pour élaborer des modèles de mesure pour mieux suivre les effets de ces actions. C'est très important d'avoir une divulgation des données sur l'identité. Et vous pouvez le faire. Bon nombre de personnes pensent qu'ils ne peuvent pas poser de questions sur, en fait, aux postulants, au personnel. On peut poser la question, on ne peut simplement pas forcer les gens à y répondre. C'est ça qui est important de retenir ici. Donc, les questions sur l'auto-identification sont très importantes. Et il faut expliquer aux gens pourquoi vous leur posez ces questions. Pourquoi vous voulez ces informations? Il faut leur expliquer qu'ils ont le choix de ne pas y répondre. C'est très important. Mais le taux d'auto-identification des gens est très important. Le taux d'auto-identification des gens est en soi un indicateur de l'inclusion. Par exemple, l'année où IBM a annoncé qu'elle allait soutenir les chirurgies de genre, le nombre de personnes qui se sont auto-identifiées en tant que LGBTQ2+, a augmenté de 250 %. Ce n'était pas que soudainement, ils avaient embauché plus de personnes gays, lesbiennes, transgenres, bisexuelles. C'était plutôt que les gens se sentaient à l'aise de dire qui ils étaient. Et ça devient une question très importante dans une organisation. Nous avons toutes sortes de jalons, d'éléments de mesure dans notre outil d'évaluation d'équité, diversité, inclusion que vous pouvez utiliser dans votre stratégie. Oui, si vous permettez, je dois faire un commentaire. Nous avons une question qui est ceci. Comment pouvons-nous prendre des mesures pour incorporer la méritocratie et l'EDI? La deuxième question est comment pouvons-nous faire en sorte que les banques, les entreprises et les politiciens fassent quelque chose plutôt que d'avoir l'impression que l'EDI n'est qu'une demande à la population qui ne trouve jamais réponse. Ce sont de très bonnes questions. Et vous savez, souvent, la question de la méritocratie est présentée en opposition à l'inclusion. Le meilleur exemple que j'ai, c'est la ville de Toronto. La ville de Toronto est racialisée à plus de 50 et est composée de femmes à plus de 50 Donc, si vous avez des politiques qui ciblent les hommes blancs et qui n'incluent pas les femmes ou les personnes racialisées, vous avez accès à 25 de la population. C'est là que je dis on pêche dans un verre d'eau. Donc, faire un bon travail en équité, diversité, inclusion vous permet d'avoir un meilleur accès aux talents, aux personnes les meilleures, les plus intelligentes, aux meilleures idées, que ne vous ratez pas une occasion comme les compagnies technologiques. Je crois que dans les organisations, la question de la responsabilisation, de l'ouverture est importante. En bout de ligne, l'argent, c'est l'argent qui décide. Je crois que les consommateurs demandent une équité, diversité, inclusion, de plus en plus une pensée écologique de la part des entreprises. De plus en plus de lois ont un effet sur l'action des entreprises. Et les consommateurs, comme je dis, commencent à appliquer ce point de vue sur l'EDI. Vous pouvez imaginer ce qui est arrivé à Starbucks lorsque on a su que 2 hommes noirs avaient été obligés de quitter un établissement Starbucks alors que d'autres attendaient. Le dommage que vous pouvez faire à votre organisation si vous ne comprenez pas comment ça fonctionne est immense. Je crois que les organisations, dans la
pour la plupart, prennent des décisions en fonction de facteurs économiques. Est-ce qu'on aura plus de clients? Est-ce qu'on aura plus de financement? Est-ce qu'on aura plus de succès? Et c'est là qu'on se concentre dans les entreprises. Mais si ça ne fonctionne pas, je crois que il faut se pencher sur l'EDI. Environ 17 des personnes, des gens en Ontario, vivent avec un handicap. 55 ont un membre dans la famille qui a un handicap. Et je peux vous dire, si j'entends parler d'une épicerie qui se comporte de façon négative envers un enfant handicapé, en fait, j'ai un neveu qui est autiste. En fait, si ça se passe dans une épicerie, eh bien, moi, c'est sûr que je n'irai pas là. Donc, les consommateurs, les investisseurs comptent et ces questions ont de plus en plus d'importance pour eux. Je crois que c'est fantastique de dire. Et c'est une excellente présentation. Il nous reste 5 minutes. J'ai remarqué que vos diapos, en fait, vous avez dit que vous alliez nous diffuser ces diapos. Et il y a des outils d'autodiagnostic. Vous allez nous envoyer ces outils. En fait, c'est excellent, tout ça. Ça nous indique quelles mesures on peut prendre directement auprès des universités et ailleurs. Oui, en fait, je vais clore ma présentation dans les temps, je vous le promets. J'ai simplement quelques éléments à porter à votre connaissance. Oui, je vous laisse continuer et à 10h50, je vais vous demander de clore. Oui, vous comprenez, c'est tout le concept de la chaîne de valeur et vous comprenez les processus des organisations. Ce sont des incubateurs, des accélérateurs, des catalyseurs très importants qui nous permettent de comprendre comment concevoir ces programmes. Les politiques d'approvisionnement, à qui l'entreprise fait appel. On a découvert dans certains programmes gouvernementaux qu'ils en fait, ils sollicitent les incubateurs de technologie pour trouver des clients. Si vous allez vous allez voir déjà qu'il y a des obstacles. Vous pêchez dans un verre d'eau. Il faut penser à d'autres stratégies pour communiquer avec d'autres, pour rejoindre les gens, par exemple, dans votre processus de postulation, votre marketing, votre communication. Comment est-ce que vous communiquez avec les gens? Comment est-ce que vous allez chercher des partenaires? Comment est-ce que vous communiquez avec la communauté? Comment est-ce que vous bâtissez une capacité? Encore une fois, il y a beaucoup d'exemples précis. Les outils de suivi et de mesure sont très importants pour vous, je le sais, et il y a beaucoup et beaucoup de meilleures pratiques indiquées sur qui portent sur les questions d'approvisionnement, de certification. Pensez à vos critères d'évaluation. C'est là que nous allons faire un suivi. Nous allons vous donner plus d'informations là-dessus et j'ai d'excellents exemples de sondages que nous avons faits. Vous pourrez vous informer là et déterminer comment ça s'applique à votre situation. Et la dernière chose que je veux dire, c'est que nous devons penser non seulement au système, mais aussi à ce que nous, en tant qu'individus, nous faisons. Dans la mesure où chacun et chacune d'entre nous a des antécédents, une histoire, des caractéristiques démographiques, des préjugés. Il faut apprendre à se mettre dans la peau des autres, penser où ces obstacles peuvent se trouver. On a pensé à grimper en tendant la main aux autres, à tendre la main aux autres, à tendre la main à des gens avec lesquels des gens qu'on ne côtoie pas d'habitude. Et surtout, ne restez pas là sans rien faire. On sait que chaque fois qu'il y a un exemple terrible de sexisme, de racisme, de racisme envers les Autochtones, quelqu'un qui a un handicap, qui est laissé pour compte, qui est en fait, qui subit de la discrimination, qui est torturé mentalement devant les autres. Pour moi, il faut agir individuellement. Il y a des titres dans les journaux, on ne peut pas simplement laisser ça aux journaux, il faut agir. Il y a des entrepreneurs qui sont tout puissants. Dans certains domaines, le TDAH est considéré comme
un handicap, mais on sait scientifiquement que c'est considéré comme un avantage, même si les personnes atteintes de TDAH se présentent d'une façon différente que d'autres. Donc, je vais arrêter là. Je vais vous laisser poser une dernière question avant qu'on passe à autre chose. Merci énormément, Tonya. Wendy, c'était merveilleux. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Je crois que nous avons 5 minutes pour les questions de mon côté. Puisque vous avez fait votre présentation en anglais, voulez-vous que nous donnions en fait 3 points principaux de votre présentation que je pourrais traduire en français pour résumer votre présentation? Nous avons bon nombre de ces documents en français, surtout en ce qui a trait aux définitions. Je crois que les plus importants sont de bâtir, je vois que ma connexion Internet ne fonctionne pas, intégrer la diversité et l'inclusion dans votre stratégie dès le début et jusqu'à la fin. Et ça veut dire vous pencher sur votre mission, vos objectifs et vos métriques et votre façon d'élaborer vos services, vos formulaires de demande, vos processus de recrutement plus inclusifs, pour les rendre plus inclusifs. Premièrement, c'est la chose la plus importante. Deuxièmement, la deuxième est, oui, on vous a perdu. On vous a perdu. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, la deuxième chose, on n'a pas entendu, oui. La deuxième chose, vu que c'est une aventure, en fait, c'est un apprentissage à long terme. Vous ne pouvez pas tout savoir. Il faut savoir que les choses changent et que tout le monde est en train d'apprendre. Et la troisième chose, vous pouvez faire une différence. Ce n'est pas important si vous êtes secrétaire, vous êtes PDG, ça n'a aucune importance. Vous avez de l'influence et vous-même pouvez faire une différence pour que tout ça, ça aille de l'avant. En français aussi. Donc, le premier était de vraiment construire pour l'équité et la diversité dans nos organisations du début jusqu'à la fin, en partant de notre mission, de nos objectifs, de tous nos indicateurs, de tous nos processus et de nos services. Le second point que Wendy pour résumer, c'est que c'est vraiment une aventure, journey, c'est un voyage en fait. Même les experts ne savent pas tout, donc il faut reconnaître que tout change et qu'on on a tous besoin d'apprendre petit à petit là-dedans. Le troisième, c'est que chaque personne peut faire une différence et que chaque personne a une influence pour contribuer pour le DI. I don't see any more questions. J'ai pas vu. Je ne vois pas d'autres questions. So, maybe Ken, Wendy, do you want Donc, to... Wendy, voulez-vous nous prononcer le mot de la fin? Non, je voulais simplement vous remercier de m'avoir incluse. Ça me fera plaisir de travailler avec le réseau pour vous fournir plus de soutien et d'aide parce que vous jouez un rôle très, très important dans l'écosystème. Et plus on peut vous aider, plus on peut atteindre nos objectifs. Merci beaucoup pour j'ai vu de très bons commentaires sur votre présentation dans le chat. Merci. La parole à Ken. Bon atelier des meilleures pratiques. Salut. Thank you very much, Wendy. Thank you, Chloé. Merci beaucoup, Wendy. Merci, Chloé, pour cette excellente séance. C'est un bon moyen de commencer aujourd'hui. Nous allons poursuivre. J'ai quelques notes pour vous. Donc, le micro-site sur lequel tout le monde se trouve a été mis à jour. Vous pourriez réactualiser. Vous ne perdrez pas les messages dans le chat. Ils devraient rester sur place. L'ordre du jour a été corrigé. Il y a un canal français, un canal anglais. Donc, j'invite tous les présentateurs à choisir leur langue et à rester sur cette langue pendant la présentation. Les participants pourront écouter la langue de leur choix, le français ou l'anglais. Cela dit, sur ce, plutôt, on est un peu en avance et c'est bien. J'invite notre prochain panel à se joindre à nous. Donc, la prochaine séance, ce sont des
leaders de TAC Access Canada qui vont parler de meilleures pratiques. J'invite Nathalie Méthode, Jean Duval et nous allons commencer. Donc, je passe la parole à Nathalie. Bonjour tout le monde, ça fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ce serait vraiment plus intéressant de se voir en personne que toujours en mode virtuel. Les 2 prochaines présentations vont être en français, donc je tenais à vous avertir. Je vais partager mon écran. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez dire si vous voyez bien mon écran de diapo, s'il vous plaît? Oui. Bon, je ne savais pas que j'avais mis des effets. Alors, donc, je commence. Mon nom, c'est Nathalie Méthode. Je suis directrice du Bureau de la recherche et de l'innovation au Collège La Cité. Et j'ai eu l'idée aujourd'hui qu'on ait une session qui se penche un peu plus sur le volet ressources humaines dans nos rôles de gestionnaire. Donc, ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est le fruit de mon expérience personnelle. Puis, je me suis dit que ce serait intéressant aussi d'entendre d'autres gestionnaires partager leur vécu, puis qu'on tire peut-être certaines leçons apprises pour aider les nouvelles personnes qui deviennent des gestionnaires à s'y retrouver, parce que ça arrive souvent qu'on n'est pas nécessairement des gestionnaires nés, on est des experts dans un domaine particulier et on se retrouve en charge d'une équipe de personnes et il y a des défis. Alors, c'est ce que j'avais envie de faire avec vous. Donc, l'idée, c'est que ça va être 3 courtes présentations d'à peu près 5 à 7 minutes, maximum 10, chacun d'entre nous. Puis à la suite, on pourra avoir une période de questions pour échanger sur vos expériences personnelles. Donc, comment je suis devenue gestionnaire? Moi, je suis biochimiste de formation. J'ai été professeure au Collège de la Cité pendant presque 15 ans. Et j'ai aucune formation en gestion. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu de l'intérêt pour les sciences. Je n'ai jamais pensé que j'avais un côté gestionnaire entrepreneurial de cette nature-là. Il faut croire que c'est quelque chose qui s'est développé au fil des ans. Et je suis devenue gestionnaire du jour au lendemain en 2015, la même année où on est devenu un centre d'accès à la technologie. Alors, donc, dans la transition de professeur puis personnel administratif, j'étais conseillère cadre. Donc, essentiellement, j'étais une professionnelle et je n'avais pas d'équipe sous moi. Et du jour au lendemain, la personne qui était ma patronne a quitté le collège et je me suis retrouvée en charge d'une équipe de 5 personnes. Alors, il n'y a pas eu d'étape de réflexion préliminaire. C'était comme ça rapidement, subitement, et j'ai accepté le défi avec énormément d'enthousiasme, mais beaucoup de naïveté aussi. Et j'ai évidemment pas eu le temps de lire de manuel de gestion ou de suivre de formation. Alors, j'ai eu des défis. Les défis étaient, premièrement, de déterminer mon style de gestion. C'est comme dans n'importe quel nouvel emploi, il faut savoir comment on va aborder les situations et ça prend un certain temps. Je peux dire que ça a peut-être pris 2 ans avant que je termine mon style de gestion. J'ai eu à apprendre à gérer des employés difficiles. Moi, je suis une personne qui voit le positif partout. Je ne vois pas les problèmes. Alors, ça a été très difficile d'agir à des moments opportuns. Et j'ai aussi eu à améliorer mes aptitudes de communication. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Juste pour vous dire qu'à un certain point, j'ai tellement trouvé ça difficile que j'ai pensé quitter mon emploi. J'ai pensé chercher quelque chose d'autre. Je me suis dit, la gestion des ressources humaines, c'est trop difficile. Je ne vais pas y arriver. Mais regardez, j'ai été persévérée et ça a fonctionné. Puis, ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est 5 leçons, mes 5 leçons que j'ai apprises dans le cadre de ces défis-là. La première leçon, c'est de comprendre que la gestion des ressources humaines, c'est difficile. Moi, ce que je dis à mes gestionnaires maintenant, que je suis directrice, c'est qu'il n'y a aucun défi technique, il n'y a aucun équipement qui va briser, il n'y a aucune demande de subvention qui va être aussi compliquée
que de gérer des êtres humains. Puis vous le savez, on est tous différents, on a tous nos situations personnelles, on a tous nos complexités. C'est la partie de gestionnaire qui est la plus difficile. Donc, gérer un budget, développer, comprendre les nouvelles règles de subvention, ça se fait. Mais d'avoir la bonne approche pour chaque être humain dans votre équipe, c'est ce qui est difficile avec des règles de convention collective, des règles de dotation de ressources humaines dans vos institutions, des limites X, Y, Z. Donc, ça, c'est un premier constat. Il faut juste réaliser que c'est difficile et c'est un aspect de notre travail qui mérite qu'on s'y attarde, qu'on soit entouré, qu'on soit guidé. Donc, leçon numéro 1. Leçon numéro 2, l'importance des communications. Là, vous allez dire, c'est cliché, on dit tout le temps que les communications, c'est important. On le dit, mais on ne le fait pas nécessairement. Donc, imaginez-vous, je suis une jeune gestionnaire, on vient d'avoir un centre d'accès à la technologie, tout est à faire. Donc, moi, j'ai des projets à gérer, à livrer, j'ai des indicateurs à suivre, j'ai plein de choses à faire. Ma tête est dans les résultats. Je veux absolument que le centre soit, qu'il y ait du succès, que le centre ait des clients, qu'il y ait des revenus. J'ai plein de choses à faire. Je regarde ma montre, je suis très motivée. Mais est-ce que je suis là pour mon équipe? Est-ce que je les écoute? Puis, vous savez, si on n'a pas d'équipe, on n'a rien. On a beau être très, très performant, là, tout le monde ici aujourd'hui. Si on n'a pas d'équipe qui nous suit, qui croit en l'objectif, puis qui comprennent où est-ce qu'on s'en va, il n'y a rien. Puis, c'est pas suffisant de dire en réunion, n'oubliez pas, ma porte est ouverte, vous pouvez venir me voir n'importe quand, je suis là pour vous écouter. Les gens ne vont pas venir s'il y a des difficultés. Donc, la chose que j'ai faite, c'est que j'ai fait des réunions 1 à 1. Vous ne pouvez pas espérer qu'en groupe, les gens lèvent leurs mains et soulignent des problématiques. Vous devez vous asseoir avec une personne. Je ne dis pas une fois par semaine si vous avez des grandes équipes, mais moi, ce que j'ai fait qui a vraiment fonctionné, c'est une rencontre individuelle où on est assis ensemble. Je n'ai même pas de crayon dans les mains. Je fais juste dire comment ça va. Puis, on attend. Il faut laisser le temps à la personne de dire ce qu'elle a à dire. On ne regarde pas sa montre, on ne pense pas, il faut se libérer l'esprit. Il ne faut pas penser à « Ah, j'ai une demande de subvention à soumettre, j'ai un client qui m'a appelé, il faut que je le rappelle. » Non, il faut libérer notre esprit, il faut vraiment être présent. Donc, écoutez vraiment. Il faut être conscient de ce qu'on projette. Comme je vous dis, moi, j'avais tendance à regarder ma montre, tout ça, regarder le téléphone. Non, il faut vraiment se demander comment la personne me perçoit. Est-ce que je suis vraiment dans un mode d'ouverture? Et développer des compétences en communication, surtout les difficiles. Moi, j'étais la championne de « ça va se régler, la personne va comprendre, tout va bien aller, j'ai espoir », mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans la vraie vie. Il faut être capable de dire les choses difficiles. Et pour ça, il y a des cours, des formations, il y a des excellents livres. Puis je peux vous en suggérer si vous en avez besoin. Moi, ça a été un immense apprentissage de trouver la façon. Tout se dit. Tout se dit dans le respect. Il faut juste trouver la bonne façon de le faire. Puis, il faut le faire le plus rapidement possible. S'il y a quelque chose qui se passe, puis vous le savez dans vos relations personnelles, vous n'irez pas dire à votre conjoint ou votre conjointe « Il y a 6 mois, tu m'as dit ça, je suis choquée. » Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Troisième leçon, avoir les bons postes et les bons profils dans ces postes. Donc, une chose à faire, c'est de regarder notre structure de poste. Est-ce que notre structure est appropriée? Est-ce qu'on a les bons types de postes pour la mission qu'on doit accomplir? Puis une fois que ça c'est fait, on se repose la même question. Est-ce que j'ai les bons profils dans ces postes-là? Vous avez peut-être hérité d'une équipe existante, des gens qui sont là. Peut-être que ces personnes-là ne sont pas dans les bons postes. Il y a peut-être un certain travail à faire. Ça, c'est du travail de longue haleine, mais moi, je peux vous dire qu'après plusieurs années, on a retravaillé notre structure, on a une structure qui est solide, puis j'ai la chance d'avoir recruté des bons profils. Tantôt, je parlais de mon style de gestionnaire. Moi, je travaille en confiance puis en collaboration.
S'il n'y a pas ça, on ne peut pas travailler ensemble. Donc, c'est de vous poser la question, est-ce que les personnes qui sont là adhèrent à vos valeurs, aux valeurs de votre organisation, puis est-ce qu'on peut faire un bon bout de chemin ensemble et avoir des résultats positifs? Quatrième leçon, favoriser un environnement de travail sain. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on veut que les gens se parlent, on veut que les gens soient respectueux, on ne veut pas de commérage, on veut que ça soit agréable, on veut que les gens aient du plaisir, on veut que les gens rient, il y a de la place pour de l'humour, un peu d'autodérision. C'est ça qui est important. Donc, si on a un thermomètre à prendre la température de l'environnement de travail, est-ce que c'est sain? C'est ça qui compte. Il faut arrêter d'espérer que tout le monde va nous aimer comme gestionnaire. Parce qu'au début, on a un peu ce sentiment-là, on espère que les gens vont nous aimer. Mais non, il faut que les gens nous respectent parce qu'on a des décisions difficiles à prendre, puis qui ne vont pas plaire à tout le monde. Les gens ne vont pas nécessairement comprendre, mais c'est la nature du rôle d'un gestionnaire. Donc, si l'environnement de travail est sain, que les relations sont bonnes, les gens vont vous respecter. Peut-être que les gens ne vous aimeront pas, mais l'important, c'est le respect, puis que ce soit harmonieux comme relation. Et le dernier conseil que j'ai pour vous ce matin, ou leçon que j'ai apprise, c'est soyez un modèle, vous êtes sous les projecteurs. Donc, peu importe ce que vous faites comme gestionnaire, vous êtes observé. Donc, que ce soit, c'est l'anniversaire de membres de l'équipe, est-ce que vous organisez un dîner? Est-ce que vous faites circuler une carte? Qu'est-ce que vous écrivez dans la carte? Si vous écrivez en premier, les autres vont voir ce que vous écrivez. Il y a un membre de la famille, il y a quelqu'un qui décède. Pensez-vous à, encore une fois, revenir avec une carte? S'il y a une difficulté dans l'équipe, s'il y a une situation particulière, tout ce que vous faites, la façon dont vous adressez le problème, la façon dont vous vous exprimez, quand vous écrivez des courriels, quand vous écrivez des textos, tout est regardé. Je ne vous dis pas d'être stressé tout le temps, mais il faut se dire que vous êtes un modèle, puis les gens vont s'inspirer de ce que vous faites. Donc, c'est une façon de transmettre ce que vous aimeriez que vos employés, vos équipes fassent aussi, puis la façon que vous aimeriez qu'ils traitent les autres. En conclusion, je ne voulais pas vous décourager ce matin. Mon message, c'est faites-vous confiance. Parfois, ce n'est pas facile. On se dit, est-ce que j'ai la bonne approche? Est-ce que c'est bien ce que je fais? Rappelez-vous que le gestionnaire parfait n'existe pas, comme l'employé parfait n'existe pas. On fait tous des erreurs, on fait notre possible. Si on fait une erreur, on s'excuse, on corrige. Suivez des formations. Il y a des formations qui peuvent vraiment vous aider. Des livres aussi, demandez à vos collègues. Avez-vous des auteurs à suggérer? Vous avez besoin de soutien, autant de votre superviseur, vous pouvez avoir un mentor, des collègues. Si vous vivez des difficultés, restez jamais seul avec votre misère et vos problèmes. Consultez, faites-vous soutenir, c'est très, très important. Puis comme j'ai dit, admettez vos erreurs, on est tous des humains. Alors, c'est tout pour moi. On va revenir à peut-être une période de discussion tout à l'heure. Je passe la parole à Jean. Oui, bonjour tout le monde. Merci Nathalie, je pense que tu as couvert beaucoup de points. Je vais peut-être moi, je vais ramener ça à... Est-ce que vous voyez mon écran? Oups, attendez, je ne suis pas à la bonne page. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Voilà, je ne vois pas... Attendez. Pas encore, Jean. Un instant. Me voilà. Donc, ça y est, vous voyez? Parfait. Donc, oui, j'ai préparé ma présentation. Je l'ai intitulée « 4 actions pour bien gérer une équipe ». C'est sûr qu'il y a certains points qui... Oh, sorry. C'est sûr qu'il y a quelques points qui vont recouper ce que Nathalie a déjà dit, mais ça vient d'une autre perspective.
Donc, mon parcours, moi, je suis agronome depuis 1989. J'étais, dans les années 1990, actif surtout en enseignement, en vulgarisation, en diffusion, en agriculture biologique et durable. Dans les années 2000, j'ai fait beaucoup de services conseils auprès des entreprises agricoles biologiques, donc le même type d'entreprises qui sont nos principales clientes au centre d'expertise de transfert en agriculture biologique. Et j'étais aussi actif en recherche dans ma carrière, là, comme étudiant de maîtrise dans les années 80 et quand j'ai intégré l'équipe du CETAB en 2011. Et suite au départ du directeur précédent, c'est moi qui ai pris le relais en juin 2016. Donc, quand j'ai pris le relais de la direction, je pense que j'avais deux atouts. Mon parcours professionnel me permettait de comprendre tous les types d'activités du centre, parce qu'on est essentiellement actif en recherche appliquée, en service conseil et en diffusion, formation. L'autre atout que j'avais, c'est que ça faisait déjà 5 ans que j'étais avec l'équipe du centre en 2016, donc je connaissais tout le monde. Ça me préparait bien, d'une certaine façon, dans un rôle de gestionnaire, mais je n'avais, comme la plupart d'entre nous, je pense, aucune formation de gestionnaire. Une des actions qui est critique, évidemment, c'est la communication. J'ai suivi une formation qui s'appelle M3I, il y a plusieurs années maintenant, une formation en gestion d'équipe. Puis la base de cette formation-là, qui s'étend quand même sur une longue période, c'est d'apprendre à communiquer et à gérer selon les caractères des individus. Il y a plusieurs formations de ce type qui existent, là, qui vont ramener à 4 grands types de personnalités. M3I, les 4 types qu'ils utilisent, c'est le juge, l'artiste, l'explorateur et le guerrier. Le juge, c'est quelqu'un qui c'est conformiste, très cartésien, analytique, qui est au niveau de la raison. L'artiste, lui, est au niveau, il y a un côté plus émotif, social. L'explorateur, lui, est vraiment dans l'imagination. C'est souvent des gens très innovants, mais qui sont assez indépendants. Le guerrier, lui, c'est le grand travailleur. On lui confie une mission, il la réalise, très fidèle. Je vous dirais que ça m'a beaucoup aidé à comprendre mon équipe, puis à m'adapter dans mes communications avec eux, en tout cas surtout d'individu à individu, ou même dans la dynamique de sous-équipe. Nathalie l'a mentionné, l'écoute. L'écoute, c'est certainement important. Je soulignerais que le moment de l'accueil de nouveaux employés, c'est vraiment un moment critique. Il faut prendre le temps d'accompagner les nouveaux employés, de planifier leur intégration, de voir qui d'autre dans l'équipe va les soutenir et puis d'avoir des contacts peut-être un peu plus fréquents là, avec les nouveaux employés. Quand j'ai repris la direction du centre en 2016, il y avait une équipe de 20 personnes. Maintenant, on est rendu plus de 35 dans l'équipe. Donc, j'ai eu à le faire assez souvent. Puis, je dirais que globalement, moi et même le reste de l'équipe, on s'en vient meilleur pour l'intégration, mais ce n'est certainement pas parfait encore. Au niveau de l'évaluation des employés aussi, j'ai mis en place un mode de co-évaluation. Je pense que c'est vraiment une approche préférable. Là, puis, un petit truc, là, toujours commencer avec les éléments positifs quand on est dans un processus d'évaluation. Je pense que ça lance bien les discussions. Moi, je crois que chaque personne a des défis, des forces, un parcours particulier à réaliser. Puis c'est un match, là. Il faut trouver
comment la personne qu'on intègre dans l'équipe ou qui est déjà là, comment faire ressortir ce qu'elle a, ce qu'elle peut apporter, et puis ce que le centre peut lui apporter aussi au niveau individuel dans son développement personnel. Fait que ça, c'est d'être à l'écoute. Puis peut-être qu'on a engagé quelqu'un pour une tâche précise, mais qu'en cours de route, on se rend compte que cette personne-là a des aptitudes pour d'autres choses. Puis je pense qu'il faut trouver la souplesse pour comment dire, modifier ou réorienter là, le parcours de quelqu'un de l'équipe. Il faut être à l'écoute de ça, en tout cas. Ou voir que si ça ne marche pas d'une façon, avant de dire ça ne marche pas avec cette personne-là, il faut s'en débarrasser, il faut voir est-ce que ça peut marcher autrement. C'est important aussi de sentir que les gens sont partie prenante là, quand on prépare, que ce soit un plan stratégique ou un nouveau projet, dans le but d'essayer de rallier tout le monde autour d'objectifs communs. Une autre action qui est importante comme gestionnaire, c'est de déléguer. Savoir déléguer, c'est sûr que c'est un investissement, ça prend du temps, là, mais éventuellement, c'est une libération pour le gestionnaire. Plus le centre grossit, moins on a de contrôle, puis plus il faut déléguer. Puis il faut l'accepter, sinon, là, c'est l'épuisement professionnel assuré là, si on n'apprend pas à déléguer. Par contre, il ne faut pas le faire n'importe comment. Je pense qu'il faut le faire graduellement. Dans un premier temps de délégation, il faut encadrer avant de laisser plus de liberté. Puis il faut aussi avoir le réflexe de vérifier périodiquement avant de faire totalement confiance. Une autre chose que j'ai tendance à faire, moi, c'est d'essayer de trouver des compromis entre les besoins du centre et ceux de l'employé, puis d'imposer le moins possible. Je pense qu'il n'y a personne qui aime se retrouver à une situation où 80% de ce que tu fais, tu as plus ou moins le goût de le faire. Donc, essayer de travailler le plus possible là, à ce que les gens aient vraiment le goût de prendre des mandats qu'on leur donne ou qu'ils développent. Une autre action, la dernière, s'entourer. Il n'y a aucun gestionnaire qui a toutes les compétences. Comme l'a dit Nathalie, je pense que c'est important que la structure reflète là, les besoins. Il faut aussi avoir un organigramme qui reflète la croissance du centre. Moi, ça n'a pas été facile de convaincre la direction du cégep qu'il fallait que j'aille deux cadres pour m'appuyer, mais c'est fait. Entre autres, j'ai maintenant une gérante aux opérations qui est responsable de toute l'équipe technique et des étudiants qu'on engage. Ça m'a beaucoup libéré. Puis si elle a un problème, elle me consulte, mais en gros, je lui fais confiance sur tout ça. Fait que ça, c'est important là, qu'on puisse déléguer même le niveau ultime de responsabilité. Donc, cette personne-là approuve les vacances, les formations pour l'équipe en question. Il ne faut pas non plus hésiter à faire appel à un consultant externe aux besoins quand on sent que nos compétences sont atteintes. Puis, quelque chose que je vous suggère, c'est d'avoir toujours au moins une autre personne qui connaît la tâche à accomplir. C'est sûr que ça représente un investissement en formation, mais s'il arrive quelque chose, si quelqu'un se blesse, il arrive quelque chose qui doit partir, ben, on n'est pas trop mal pris. Dans les projets, même pour les dossiers clients, au CETAB, il y a toujours une personne responsable, mais je permets que les gens travaillent en binôme, qu'il y ait quelqu'un qui soit en appui là, à cette personne responsable de projet. Donc, ça, voilà. En conclusion, le capital humain d'un centre, c'est précieux, c'est sa plus grande richesse. Il faut en prendre soin, en communiquant bien, en écoutant, mais sans oublier aussi de prendre soin de soi comme gestionnaire. Donc, déléguer, s'entourer. Alors, merci de votre attention.
Thank you very much, Jean. Dele, over to you. Merci beaucoup, Jean. Délé, la parole est à vous. It should see my slides now. Vous devriez être en mesure de voir mes diapositives maintenant. Alors, merci à tous et bonjour. Il me fait plaisir de faire partie de ce panel de ce matin. J'aimerais partager les 5 leçons que j'ai tirées de mon parcours à travers le TAC. Laissez-moi vous donner une biographie très brève. Bon, alors, c'est le TAC et le domaine manufacturier. Alors, je vais vous dire que je me suis joint au TACAM en 2012 comme premier professionnel et le premier qui avait un titre collégial, en fait. Et je me suis joint à l'équipe en 2016 et c'était 5 ans après que je m'étais joint à cette entreprise. J'ai complété mon doctorat à l'Université de Manitoba et entre mon doctorat, en fait, le premier cycle et le troisième cycle, j'ai fait un bac en métallurgie et les matériaux pour le domaine aérospatial. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'occasions et une façon de croître sur le plan personnel et professionnel. Et lorsque Nathalie a débuté sa présentation, elle essayait de nous expliquer qu'il y a en fait pas de manuel pour nous expliquer de quelle façon gérer. Nous arrivons projeter sur cet emploi-là et on tire les leçons pour aller de l'avant avec tous les conseils que l'on peut recevoir. Alors, j'ai tiré 5 leçons et j'espère que cela vous sera utile dans votre leadership TAC. Alors, premièrement, de quelle façon bâtir votre équipe? La première leçon, c'est qu'il faut essayer de choisir ce qu'il y a de mieux pour bâtir une équipe. Et je vais être plus explicite sur ce que je veux dire. Alors, récemment, j'ai complété la lecture d'un livre rédigé par Jim College. Et dans un de ces chapitres de ce livre, Only Go with the Great, qui vient en premier lieu et quoi? Alors, il faut créer un plan, une stratégie très vaste, et puis nous recherchons des personnes qui peuvent s'enchasser dans ce plan-là. Alors, on est placé des personnes qui pouvaient remplir cette mission que nous avions. Alors, la première décision qu'il faut prendre, c'est premièrement bâtir cette équipe. Parce que lorsqu'on bâtit une équipe et l'équipe consiste des gens qui peuvent nous aider à mener à bien une mission, cela vous ouvrira le parcours vers la réussite. Alors, lorsque je suis devenue le leader chez le TAC, en 2016, il n'y avait que 5 personnes et une de ces personnes-là allait prendre sa retraite. Alors, il ne restait que moi-même et 3 membres du personnel. Alors, ce sont de vraiment bonnes personnes, ces 3 personnes-là qu'il y avait, et ils étaient prêts à former cette équipe. En 2016 et en 2017, il y avait une période de renouvellement et on voulait avoir beaucoup plus d'employés. Et la première chose que nous avons considérée, c'est apporter des gens au sein de notre équipe à travers la concurrence. Vous savez, souvent, nous sommes très serrés sur les marges, le budget et tout cela. Alors, il fallait passer à travers plusieurs
projet et nous n'avions pas le luxe d'embaucher les gens, de les licencier et tout cela. Non, il fallait se concentrer beaucoup sur les compétences des personnes. Ces personnes pouvaient passer à travers ce processus de sélection. Et la deuxième chose, on se concentrait sur les attitudes et le savoir-être des gens. Alors, vous pouvez avoir scientifique de haut niveau, mais s'il n'a pas la bonne attitude, on n'ira pas loin. Alors, il faut se concentrer là-dessus. Bon, nous avions des personnes qui étaient embauchées, qui étaient licenciées, qui étaient très qualifiées, mais n'avaient pas l'attitude de travailler avec les gens. Il faut que les gens puissent se former sur les aptitudes et les compétences requises au travail. Mais l'attitude était de grande importance. Donc, il fallait sélectionner les personnes et bâtir cette équipe. Et par la suite, la deuxième chose, c'est laisser l'équipe savoir les choses, leur montrer le chemin à parcourir. Ils veulent vous voir comme un chef d'équipe et non n'importe quelle personne. Alors, si vous agissez en tant que leader, en tant que chef. Vous voulez également avoir cette vision sur l'avenir. C'est très important. Avoir une vision de l'avenir. Vous pouvez leur dire, voici quelle sera notre position dans 2 jours, dans 3 ans, par exemple, et dans 5 ans. Alors, il est important que nous ayons cela dans notre équipe. Nous avons agi sous différentes approches et une de celles-ci était au début de chaque année, on donne à nos employés ce à quoi on s'attendait d'eux. Alors, c'était ce qu'on appelait les objectifs. Tout le monde devait être d'accord et devait contribuer à réaliser. L'autre chose, c'est, je mentionnais aux membres de l'équipe, ce à quoi ressemblerait l'avenir. Lorsque je parle d'avenir, je parle de leur propre avenir, le développement de carrière personnelle. Lorsque j'ai pris ce rôle de chef d'équipe, alors je cognais à la porte d'un de mes supérieurs et je leur ai dit que j'avais une question qui me dérangeait. Et cette question était au sujet de qu'est-ce qui se passe avec moi au sein de l'équipe. Je ne pouvais pas voir d'avenir, par exemple, quelle était l'orientation professionnelle que j'aurais. Alors, je crois que c'était important d'avoir une personne au sein de l'équipe qui soit en mesure d'expliquer aux membres de l'équipe en quoi consistait leur carrière, leur développement et la croissance au sein de cette équipe. Alors, il faut montrer le chemin, il faut les mener en étant le précurseur de tout cela. Alors, la troisième chose, c'est développer une culture et mettre de l'avant des principes. En fait, lorsqu'on parle de leadership, bien, je crois qu'il faut modeler cela. En fait, il faut instaurer une culture. De quelle façon on fait les choses? Par exemple, il faut que les gens s'insèrent dans cette culture-là. Et de quelle façon on travaille? Quels sont les groupes? De quelle façon on organise les choses? À quoi ressemblent tous les différents aspects de l'entreprise? Naviguer à travers la comptabilité, les projets, etc. Il y a 4 ans de cela, je me suis assis avec mon équipe et je leur ai demandé ce que leur emploi représentait, qu'est-ce que la confiance, le progrès et quel genre de communication efficace est nécessaire, qu'est-ce que ça signifie pour eux et une réussite, à quoi ça ressemble pour eux. Alors, si vous pouvez modéliser cela, alors ils vont suivre ce que vous avez à dire. Et la quatrième leçon, c'est enlever
les personnes qui se retrouvent plafonnées déjà. Alors, impliquer les gens dans toutes les postes disponibles. En fait, il faut que les gens nous surprennent avec leur propre ingéniosité. Alors, de cette façon-là, si vous êtes à toutes les réunions et en tout temps, vous êtes mené par quelqu'un d'autre, vous vous mettez en danger, vous vous rendez non nécessaire parce que vous laissez les autres faire le travail. Ils sont également compétents, mais il faut leur donner l'occasion de croître alors qu'ils passent à travers le TAC, passer à travers des projets de gestion, par exemple. Je vais vous donner un exemple. Au sein de notre équipe, nous n'avons pas vraiment de hiérarchie. Nous travaillons en tant qu'une seule équipe. Nous travaillons et nous nous assurons de gérer à peu près tout. Et pour cette première fois, on permet non seulement d'être le chef d'un projet, mais ouvrir les occasions à l'équipe. Notez que votre équipe ne peut pas croître si vous ne leur donnez pas l'occasion. Et la dernière chose, c'est récompenser et affirmer les membres de l'équipe. Just think about your life every day, listening to news and listening to people talk and all of that. There are so many negative things out there. You can't build your team sustainably without words of affirmation and also other ways of rewarding them. It doesn't have to be in financial terms only because we all work in public systems or we can't double people's salary overnight and all that. But there are other incentives like giving them opportunities for training, opportunities to grow. Now, several studies have shown that performance will go up when people are affirmed. Let's focus on the great things that the team members are doing. And in my team, if they're on the call, they can bear witness to this, that I've told them over and over again that they are the reason that I show up at work every day. I like to speak with individuals to let them know how well they are doing. And those words of affirmation, they help to build a team. So lastly, things look very beautiful when the leader leads with grace. So I want to challenge all of us to be gracious leaders. Let's learn, let's grow, and let's allow others to grow. And I'll stop there for now. Fantastic. Thank you very much, Dele. Thank you, everybody. Natalie, Jean. I guess if anybody has any questions, feel free to put them in the chat on the plenary session site, and I'll moderate. Failing that, maybe just for the other presenters who've seen your colleagues' presentations, were there some key take-home messages that resonated for you? Yes, but I also want to invite participants to write. Oui, mais j'aimerais inviter les participants d'écrire dans le chat les choses qu'ils ont retenues de notre présentation. Mais pour lancer la discussion, je vais vous faire part de ce que j'ai retenu des présentations de Nelly et de Jean. Il faut bâtir une équipe. C'est vrai qu'on se concentre sur les compétences techniques, mais souvent c'est une erreur. Il faut penser aux compétences humaines et à la capacité de travailler avec les gens. Donc, merci Nelly. Et Jean, vous dites qu'il faut faire participer l'équipe dans la vision stratégique, la mission. C'est important de les faire participer à tous les niveaux. Et moi, ce que je retiens de ça, c'est que vous n'êtes pas seul. Si vous avez des problèmes, ne restez pas dans votre bureau, dans votre misère, et parlez à quelqu'un, que ce soit dans le réseau, dans votre établissement ou quiconque. Tout le monde fait face à des problèmes, à des défis. C'est la réalité des choses. Donc, tout le monde est ensemble dans cette aventure. Merci. Et Jean? Oui, les messages clés. Eh bien, je dirais que c'est d'acquérir des compétences en communication. Je crois que c'est la clé de tout. Je sais qu'on le répète constamment, mais c'est ça, ça revient à ça.
C'est la principale chose à faire, selon moi. J'aime l'idée de la complémentarité que Delhi a évoquée. Je crois que c'est une autre chose qui est très importante. Lorsque Irène ou même d'autres membres de la gestion gèrent leurs projets, avoir une complémentarité dans l'équipe ou dans des sous-équipes, c'est essentiel. Et c'est à peu près tout. Merci, Jean. Dali. Merci à tous et à toutes. Oui. Donc, pour revenir sur ce que Nathalie a dit, en fait, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué dans sa présentation. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que aucun des leaders en CAT, ne se sont rendus où ils sont sans apprendre des choses en cours de route. Donc, il faut apprendre sur le tas. C'est quelque chose qui est bien réel. Avant qu'on commence tout ça, personne ne savait vraiment comment les choses devaient se dérouler. Et ce qui est vrai, c'est que nous avons grandi avec les ans pour nous rendre à ce que nous avons aujourd'hui. Et le processus se poursuit. Tout le monde est en cours d'apprentissage. Je crois que j'ai remarqué ça dans cette présentation. C'est important de dire que c'est un parcours, ce n'est pas la destination qui compte, mais l'aventure pour s'y rendre. Et John, vous avez dit quelque chose que j'ai bien aimé. Vous avez dit, dans la plupart des cas, c'est très important, très facile pour nous de perdre le contrôle. Et c'est ce qui arrive quand on travaille seul, sans faire appel aux autres. Travailler dans un CAT, ça peut être solitaire des fois. On fait quelque chose qui, en fait, en tant qu'acteur externe, ce n'est peut-être pas l'objectif ou la pensée des gens de l'établissement à l'intérieur, des étudiants, des professeurs, du personnel. Des fois, on se sent seul. Une des choses que nous avons fait au collège, c'est que les leaders CAT ont des réunions d'équipe régulièrement. Ça ne devrait pas simplement être dans le collège, mais même si on a des collègues dans d'autres collèges, dans d'autres provinces également, avec lesquelles on peut avoir ces réunions régulièrement, je crois que c'est important de le faire. Et lorsqu'on a besoin d'aide, il faut demander de l'aide. En tant que conseiller, de consultant en tant que consultant et qu'expert, on doit savoir quand faire appel aux autres. Merci, Dali. Une question de Richard Gale. Dali, j'aime d'une équipe qui travaille de façon transcendantale des capacités. Comment est-ce que vous appliquez ça dans un environnement où les rôles sont définis très précisément? Oui, ce n'est pas une question pour moi. Oui, je sais que c'est une question difficile. C'est une question qui s'adresse à vous. Oui, en fait, Richard, vous savez que nous avons l'occasion de contribuer à la définition des rôles. Je ne sais pas comment ça se passe dans les collèges, mais une des choses que j'essaie de faire, j'ai quelques collègues qui sont des nôtres aujourd'hui qui font la même chose. J'essaie de m'intéresser à ça quand je peux. Lorsque les rôles sont en cours de définition, d'élaboration, j'essaie d'être présent pour participer au processus. Lorsque les gens viennent et intègrent notre équipe, nous avons l'occasion d'être d'être un soutien pour eux dans le processus de recrutement. On a à ces occasions la chance de chercher en fait les compétences ou les habiletés qui sont nécessaires au travail dans ce poste. Et on a l'occasion de siéger au panel aussi de recrutement. Donc, si vous avez hérité d'une équipe, parfois c'est un défi. Le leader a recruté des gens dans l'équipe et peut-être qu'il ne prêtait pas attention aux compétences des gens. Ça peut être un défi pour son successeur. Mais il faut s'assurer qu'on sélectionne les gens dès le départ. Essayer de modeler les gens, de s'adapter, c'est difficile. Lorsque les gens n'ont pas le profil que l'on cherche, c'est difficile de les changer. Mais nous avons l'occasion au départ, au début, avant le recrutement, de penser, de déterminer qui on devrait intégrer dans l'équipe. Je crois qu'on peut faire ça dans un environnement positif et c'est là qu'on a l'occasion que de sélectionner les bonnes personnes. L'important, c'est
de faire un processus exhaustif. Des fois, on va trop loin. Des fois, on dit, j'ai un ami, c'est un excellent ingénieur, pouvez-vous l'embaucher, l'intégrer dans l'équipe? Moi, mon approche, c'est toujours, oui, d'accord, merveilleux, il a une bonne formation. Mais il doit aussi se soumettre au processus. Et évidemment, tout le monde a le droit de se soumettre au processus de recrutement ou d'évaluation. Mais si on fait ça, on soumet tout le monde au processus, on va sélectionner les meilleures personnes. Merci. Et une question syndicale maintenant. Oui. Oui, allez-y. Dans notre cas, c'est assez nouveau. Ça fait depuis septembre 2020. Pour mes professionnels. Pas pour l'équipe technique qui, elle, était déjà syndiquée, mais les professionnels de l'équipe sont syndiqués depuis septembre 2020. C'est un gros changement. Tout le monde était un peu incertain au début, mais jusqu'à maintenant, tout se déroule bien. Et il y a une partie de tout ça qui est hors de notre contrôle. C'est la partie qui n'est pas plaisante. On ne peut pas agir comme on le veut. Et aujourd'hui, pour les CAT au Québec, les choses sont définies au niveau provincial, c'est-à-dire il n'y a pas de catégorie de recherche au collège dans la convention collective. Exactement. Ce n'est pas inscrit dans la convention collective. Mais ça sera en place éventuellement. J'ai pris part à l'élaboration de cette information, mais ce n'est pas encore appliqué. Donc, c'est quelque chose d'un peu étrange parce que mes chercheurs et mes employés en conseil technique sont considérés comme du personnel pédagogique, comme des conseillers pédagogiques. C'est la catégorie de travail qu'on leur a attribuée, par laquelle ils sont rémunérés. Évidemment, ça ne correspond pas du tout à ce qu'ils font en réalité. Donc, c'est un peu étrange. Je crois qu'il y a quelque chose de bon qui va ressortir de tout ça. Je suis content que les professionnels du centre soient maintenant syndiqués, qu'ils aient maintenant accès à un bon régime d'assurance. Évidemment, il y a des avantages qui viennent avec ça, oui. Merveilleux. Nathalie? Oui, je vais répondre en français. C'est un excellent point. La façon que les ressources humaines fonctionnent, il faut qu'on trouve des gens qui correspondent parfaitement au poste. Donc, on ne peut pas avoir l'approche telle que Delis l'a présentée, c'est-à-dire on trouve un membre de l'équipe, on veut bâtir l'équipe. Il faut vraiment que ça corresponde au poste qu'on a. Alors, c'est un immense défi. La solution à ça, c'est peut-être de faire évoluer nos postes quand on se rend compte qu'on n'est pas en mesure de combler exactement ce qui est écrit sur papier. Mais oui, à la Cité, on est syndiqué au niveau des membres du personnel de soutien. Le membre du personnel administratif n'est pas syndiqué. Par contre, il faut quand même, lorsqu'on embauche des personnes, qu'elles correspondent aux exigences du poste. Et parfois, c'est difficile à réconcilier les deux. Excellent. Andrea had a neat contribution in the chat. Excellent. Oui, Andrea a écrit dans le chat que cette discussion très importante pour elle au cours des 6 dernières années, elle a géré la durabilité dans un établissement. Elle dit, j'ai beaucoup appris et je suis aussi ouverte au changement. C'est très important. Nous sommes en cours de réorganisation et les responsabilités changent. Je suis prête à accepter des changements dans mon service. Vous trois êtes des vétérans, des leaders, CAT vétérans. Comment gérez-vous l'évolution et le changement inévitable lorsque votre rôle par rapport au centre change? Delis, voulez-vous commencer? Oui, d'accord, merci. Donc, le changement est inévitable. Mon opinion est la suivante. Lorsque le vent du changement souffle, il faut
attraper le vent. C'est ce que je pense. Et la pandémie de COVID-19 nous a fait apprendre de nombreuses choses. Et le CAT est un exemple. Une grande proportion de nos revenus venaient de contrats de formation. Et il y a 3 ans, on a décidé qu'on allait équilibrer notre portefeuille en termes de services techniques, formation, etc. C'était une bonne décision parce que depuis une partie de nos revenus qui avait été touchés le plus durement, c'était la formation parce que personne ne venait dans nos installations et nos revenus de formation ont baissé à 0. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher plus de contrats de recherche. On avait de nombreux projets, beaucoup plus de projets que notre équipe pouvait gérer à un moment donné. Donc, pendant la pandémie, on a réussi à maintenir l'entreprise. Sinon, elle aurait fermé si on ne s'était pas adapté de façon stratégique. On ne savait pas que la COVID s'en venait, mais on savait que quelque chose ne tournait pas rond ou n'irait pas bien si on dépendait trop sur un aspect de nos sources de revenus, sur une de nos sources de revenus. Et dans le domaine de la technologie, les choses évoluent très rapidement. La technologie, en fait, évolue. On parle de métavers. La dernière fois que j'ai rencontré mon équipe, vendredi, on a parlé de cette nouvelle chose qui est la métavers. Je l'ai évoqué, c'était drôle, on l'a vu. Facebook. En fait, Facebook est au premier plan des choses, mais ce n'est pas simplement Facebook. Il y a plein de choses dans le monde. En fait, il y a des entreprises qui essaient de créer un monde virtuel ou les métavers. Oui, c'est une sorte de jeu où les gens qui vivent dans un monde virtuel, ils vivent dans un monde virtuel, ils achètent des choses, ils ont une vie dans ce monde virtuel. Et nous, en tant que CAT, qu'est-ce qu'on devrait faire pour s'adapter à cette réalité qui s'en vient? Donc, il faut regarder l'horizon et tenter de déterminer ce qui s'en vient. Et si vous êtes dans les technologies aujourd'hui, vous n'avez rien à voir avec l'intelligence artificielle ou l'apprentissage machine, vous devez commencer à vous y intéresser. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Des fois, les compétences ne sont pas au rendez-vous non plus. Donc, on doit déterminer si on peut embaucher des gens avant d'avoir besoin d'eux. Il faut utiliser notre intuition. Des fois, c'est difficile de le faire dans un système collectif où il faut démontrer qu'il y a un besoin avant d'embaucher les gens. Mais si on a l'occasion d'intégrer des gens précocement, on pourra grandir avec eux. Donc, si vous voyez une occasion, vous avez un peu de budget, embauchez des gens, laissez-les vous aider à développer ces nouvelles technologies, ces nouvelles choses qui sont importantes. Merci, Dali. Nathalie, Jean, vous des commentaires? Oui, pour ce qui est du changement, j'essaie d'être un vecteur de changement, de mener le changement. Moi, dans mon cas, je n'étais pas influencé par les décisions d'autres personnes. Je faisais partie de l'équipe qui devait développer la structure, les nouveaux postes. J'étais au centre de toute cette action. Et j'aime bien, j'aime bien avoir à m'adapter. Donc, pour moi, c'était très positif. Je vais répondre en français. Oui, ben, c'est assez vaste comme sujet, s'adapter au changement. Il y avait aussi un élément de s'adapter à la croissance du centre. Moi, je dirais que le risque lors d'une croissance, c'est comme gestionnaire principal, c'est de devenir plus distant. Il y a plus de personnes dans l'équipe, donc on ne peut pas maintenir le même lien peut-être aussi fort avec tout le monde qu'on avait avec une plus petite équipe. Donc ça, c'est un beau défi comme gestionnaire. Le changement aussi, il y a des changements qui sont forcés par des crises. Par exemple, quelqu'un qui part dans l'équipe puis ça déstabilise. Moi, dans ces cas-là, je dirais que c'est important de bien s'entourer puis d'écouter l'équipe aussi, d'écouter un peu leurs besoins. Ce n'est pas des périodes faciles à passer. S'adapter aux changements technologiques ou à ce qui s'en vient, ça, c'est une autre facette du changement. Je dirais que c'est important d'avoir des personnes dans l'équipe qui ont un mandat d'être
des éclaireurs ou être en veille. Moi, j'en ai des gens dans l'équipe qui sont très bons pour ça, d'être à l'affût des nouveautés. Donc, être certain d'avoir identifié des gens qui ont ce rôle-là un peu d'être à l'affût des changements, puis donc de partager ça à l'équipe. C'est les 3 éléments qui me viennent à l'esprit quand on parle de changement ou d'adaptation au changement. Excellent. Fantastic. Thank you, Jean. Excellent. Merci. Merci, Jean. Richard a écrit une suggestion dans le chat qui disait que Texas, Canada doit continuer à apprendre de la situation et ça nous fera plaisir de... Oui, donc c'est une très bonne idée. Donc, c'est ce qu'on fait depuis en fait 2017. Il y a eu des échanges d'expertise entre notre organisation et d'autres. C'était merveilleux de trouver ce soutien pour que les choses se déroulent concrètement. Je sais qu'il y a un intérêt de la part des membres au niveau des opérations, au niveau technique, au niveau de la direction. On va voir si on peut faire en sorte que ça se déroule. Je me demande si quelqu'un a un commentaire pour clore la présentation, le panel, et ensuite on prendra une pause. Nathalie, le mot de la fin? Je vois qu'on en a beaucoup dit. Je veux réitérer le fait qu'on est un réseau, on est ensemble. Si vous avez besoin d'aide, de soutien, n'hésitez pas à communiquer avec quiconque. Et merci, Ken, pour cette séance. Dali? Merci à tous et à toutes. J'aimerais dire que vous avez encore beaucoup de munitions sur votre ceinture. Évidemment, les CAT, c'est une carrière fantastique. Je croyais que j'y serais 3 ans, mais ça fait près de 10 ans maintenant. Et je suis encore très heureux dans mon poste. C'est une aventure que j'adore. Qu'est-ce que vous avez... En fait, s'il y a quelque chose qui se présente, sautez à pieds liés, à pieds joints, et puis on s'attend au pire et on espère le mieux, avoir le mieux. Un centre d'accès à la technologie, c'est beaucoup de montagnes russes. Il y a des hauts, des bas. C'est un beau défi professionnel. Faut juste toujours garder espoir. On est capable de trouver des solutions en s'entourant de personnes, en écoutant les gens. Il n'y a rien d'irréparable ou de dramatique. Moi, dans mon cas, je regarde la retraite d'ici une quinzaine de mois. Alors, c'est ça. Mais je ne veux pas dire que ça me détache de la prochaine année, là, mais c'est une autre façon complètement de penser comme gestionnaire parce qu'il faut voir comment on va pouvoir transférer la gestion du centre. Il faut que tout mette en place pour un transfert. C'est un défi supplémentaire, je dirais. That's a fantastic point. Thank you, Jean. Merci d'en parler, Jean. C'est un beau mot de la fin. La planification de la relève. Sur ce, nous allons prendre une pause et revenir dans 8 minutes. Nous allons commencer à midi, heure de l'Est, et vous donner, enfin faire le point sur les activités de Tech Access Canada. Et le PDG sera des nôtres en Ontario pour représenter certains membres. Merci, Dali, Jean, Nathalie, de vos présentations. Si vous avez des questions, écrivez-les dans le chat.